Alors, bonjour à tous, bonjour Silke. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on a en interview Silke Pan, une grande sportive. On va parler un tout petit peu de son histoire de vie. Donc voilà. Et puis, sur Facebook, je vais vous mettre un lien qu'il faudra que vous allez cliquer sur le lien pour que je puisse voir vos noms quand vous posez les questions. Silke, parle-nous un tout petit peu de ta jeunesse, où est-ce que tu as grandi? Oui, bien, en fait, je suis née en Allemagne, à Bonn, et, et très jeune, j'avais 3 ans et demi. Ma famille est venue en Suisse romande. On s'est installé à Lausanne parce que mon père avait trouvé un job à l'EPFL, il est physicien. Et c'était pas prévu que nous restions longtemps. Et finalement, ben, on est resté, voilà, c'était pas prévu qu'on reste plus que 5 ans et finalement, c'est devenu presque une vie entière. Donc, j'ai fait ma scolarité à l'école Rudolf Steiner. Ensuite, j'ai fait le gymnase. Et après, je suis partie à l'école du cirque à Berlin, l'école nationale des arts du cirque. Et là, je me suis formée en tant que trapéziste contorsionniste. D'accord, Et après ça, eh bien, j'étais professionnelle et j'ai voyagé partout avec ce métier, jusqu'au d'accord, jour où j'ai eu l'accident en, en 2007. en 2007. Et, Donc, étant et pendant jeune, mon enfance, j'ai été toujours très sportive, en effet, bien sûr. ah Ouais. ouais, C'est pour ça ouais. que j'ai pu continuer avec l'école de cirque, parce que je faisais beaucoup de gym et du plongeon, le plongeon acrobatique, Ah ouais, d'accord. très intensivement, disons. D'accord, ouais, donc vous avez quand même toujours été dans le sport de haut niveau? Oui, toujours, oui. Toujours. J'ai alors bon, ma mère est prof de sport, notamment aussi. Ah, C'est elle qui m'a initiée en fait au plaisir du mouvement parce que quand j'étais petite, elle entraînait ses chorégraphies de gym et tout ça. Elle faisait avec moi et mes sœurs. On était un peu ses cobayes et puis du coup, j'ai tout de suite découvert le plaisir comme ça de bouger en musique. Et, euh, et après, voilà, bon, je vais dire, en gros, j'ai eu une enfance difficile, mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que j'ai dû me battre très jeune déjà. ah, Et d'accord, le sport a été pour moi en fait un échappatoire. En premier, c'était ça. d'accord. Euh, C'était un moyen de survie et finalement, ça, ça en est devenu une passion et une raison de vivre. De vivre, ouais, d'accord. Mm. Ok. Et puis, vous avez dit, donc vous avez fait combien d'années de cirque avant l'accident? C'était une quinzaine d'années. Quinzaine d'années. Un peu moins de 15 au niveau professionnel, mais je le faisais déjà avant au niveau amateur, avant d'avoir mon diplôme. Donc, si on compte les années où je l'ai fait en amateur avant d'avoir mon diplôme, on peut dire presque 20 ans. Si c'est un niveau professionnel après avoir été diplômé, c'était 13 ans et quelques. D'accord. Ah ouais, donc pas mal d'années assez intenses, j'imagine, au niveau du cirque. Les entraînements, c'était tous les jours. Oui, tout à fait. En tant qu'artiste de cirque, en fait, on est un peu athlète professionnel. C'est un mélange entre athlète et artiste, mais ça demande des entraînements quotidiens et ma vie était consacrée à ça. Ah ouais, ouais, joli. Et puis, du coup, donc, là, le 24 septembre 2007, arrive votre accident. Est-ce que vous Oui, pouvez un c'est petit ça. peu nous raconter qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était cette année-là, je me produisais
avec mon mari, nous produisions, disons, dans un parc d'attractions en Italie, à Rimini. Et j'avais plusieurs spectacles par jour. En fait, il y avait 3 spectacles plus trois séries d'animation, enfin 6 interventions de scène par jour. Et tout s'était bien passé. Enfin, en parc d'attractions, on travaille 7 jours sur 7. Et la saison se terminait après 7 mois. Et je me préparais pour ma prochaine saison. J'avais 2 semaines entre la fin de l'engagement à Rimini et le prochain qui aurait été au Gardaland, aussi en Italie. Et là, pendant ces quelques jours, j'ai voulu travailler sur le numéro aérien que nous présentions en duo avec mon mari, y apporter quelques performances supplémentaires pour la prochaine saison. Donc, c'était déjà votre mari, là. Alors, c'était mon compagnon de vie. Nous n'étions pas encore mariés. On s'est mariés vous après êtes déjà ensemble. Ouais, Oui, on d'accord. était déjà ensemble depuis quelques années. En fait, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Mon mari, je l'ai connu quand j'avais 19 ans. On avait déjà travaillé un peu ensemble et après, on est repartis chacun de notre côté. Et puis, on s'est retrouvés quelques années après. Ah, d'accord. Joli. Et, Ok. et bon, donc, lui a vécu l'accident avec moi car c'était dans un numéro en duo, un numéro de trapèze où il était porteur, mais lui était sanglé sur l'engin, alors que moi j'étais voltigeuse, donc j'étais en mouvement, en vol libre, on va dire. Donc c'est moi qui suis tombée d'une figure où on n'a pas réussi à se rattraper. Et là, c'était la fin d'une carrière, d'une vie, de tout ce que j'avais construit jusque-là. J'ai eu 2 vertèbres fracturées, la moelle épinière sectionnée, j'ai aussi percuté la tête, les poumons, enfin les côtes. Il y a eu pas mal de fracas. Mais bon, c'était un enfer, mais j'en suis ressortie. Ouais. Et à partir de là, je me suis reconstruite avec, Différemment. avec une nouvelle profession et un nouveau sport qui est le handbike. Et puis là, donc, vous avez chuté de combien de mètres lors de l'accident? Je suis tombée on va dire entre guillemets, seulement 3 mètres et demi à peu près. Parce que comme c'était à l'entraînement, nous avions descendu le trapèze de manière à prendre le moins de risques possible. Il y avait même quelqu'un qui était dessous, qui était censé me rattraper au cas où. Mais je suis tombée à ses pieds. Il n'a pas eu le réflexe de lever les bras. Disons que ça n'était jamais arrivé auparavant et puis forcément, on ne s'y attend pas. Oui, bien sûr. Puis tout va très vite. Hein. Et tout va très, très vite. Donc, moi, j'en veux à personne. C'est le destin. C'était comme ça. C'était ma vie qui a dû prendre ce cours-là. Et je l'accepte. Ça ne sert à rien de me lamenter du passé. Ça ne sert à rien d'être triste par rapport à ce que j'ai perdu parce que de toute façon, je ne le retrouverai pas. Donc, je vis au mieux possible avec cette nouvelle situation. Et c'est vrai qu'entre-temps, j'ai réussi à reconstruire plein de choses dont je suis vraiment satisfaite. Oui, oui, j'imagine. Et du coup, là, j'imagine aussi que tout a changé au sein de votre façon de vie à la maison. À la maison, j'imagine que vous avez dû un peu refaire. Je ne sais pas si vous avez déménagé ou comment vous vous êtes organisé. Oui, alors disons qu'avant l'accident, j'étais artiste de cirque. Donc d'abord, j'ai vécu en caravane, après je vivais en camping-car avec mon mari. C'était notre maison. Ouais.
après l'accident, je ne rentrais plus dans ce camping-car, dont les portes étaient trop serrées pour la chaise roulante, le couloir aussi. Enfin, c'était juste impossible de rentrer dedans. Donc, nous avons acheté on va dire un porte-à-cabine, une cabane de chantier. C'était une solution provisoire. Enfin, on a acheté ça, plus un nouveau camping-car aussi, voilà, les deux choses. Un nouveau D'accord. camping-car plus large avec des portes plus larges où je pouvais rentrer dedans parce que dans un premier temps, en fait, on a continué à travailler dans le métier du spectacle Ok, ouais. en recréant un numéro, un spectacle d'1 heure pour famille, enfants, avec des ballons, de la magie, de la musique, un peu plein de choses, mais qui n'étaient pas de l'acrobatie. Et on a eu retravaillé en Italie une saison avec ça, jusqu'à ce que moi, je décide de mettre le frein parce que pour moi, c'était trop proche d'avant sans être la même chose. Et Ouais. ça me rappelait trop de souvenirs douloureux et je préférais changer complètement de vie plutôt que d'essayer de retourner dans quelque chose qui n'était pas possible comme je le connaissais. Ouais. Et, et suite à cette saison, donc après l'accident, nous habitions dans le camping-car. C'est là que pendant 3 ans et demi, nous avons vécu dans cette cabane de chantier pour les raisons que mon assurance accident n'avait pas encore accepté de prendre en charge les frais de l'accident. Et c'était une bataille juridique qui a duré plus Bon. de 4 ans. Ah, mon Dieu. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu avoir de vrais logements pendant toute cette période-là. Et malgré tout, pendant ce temps-là, on a construit notre nouvelle entreprise, le Cannibaloon Team, décor ballon, location de structures gonflables. On a monté ça et, et après ces 4 ans, une fois que la situation a été réglée au niveau juridique, nous avons acheté des locaux à Aigle et c'est là que nous avons installé notre entreprise et, et c'est de là aussi maintenant que partent la plupart de mes entraînements avec la handbike. Avec le handball. Ah ouais, ouais, d'accord. Et puis, comment ça se fait que vous êtes parti dans le handbike? Qu'est-ce qui vous intéressait au sein de ce sport? J'ai découvert le handbike, donc le vélo à bras, c'est un vélo couché qu'on pédale avec les bras. J'ai découvert ça lorsque j'étais en période de réhabilitation à notre ville, au centre suisse de paraplégie. Donc, il faut savoir qu'après l'accident, j'ai été d'abord hospitalisée à Cesenatico en Italie, où j'ai été opérée une première fois. Ensuite, j'ai été transférée à notre ville où j'ai été réopérée et j'ai eu un séjour de 7 mois là-bas, avec la partie à la fin où j'ai pu déjà me déplacer avec le fauteuil roulant. Et dans ce même lieu, dans ce même bâtiment, il y a tout un complexe sportif pour sportifs avec handicap qui est très, très développé, qui est de bon niveau. Et c'est là que j'ai vu des athlètes qui pratiquaient ce sport, le vélo à bras. Et ça m'a tout de suite interpellée parce que ça ne me rappelait absolument pas le handicap. J'avais Ouais, jamais vu ça avant. Et je voyais que c'était un sport où on pouvait se dépenser physiquement, transpirer, aller dans la nature, avoir un rapport avec le plein air. Et en plus, on était allongé, donc il n'y avait pas cette position assise comme on est tous les jours, assis dans le fauteuil roulant. Là, on était allongé et donc je revoyais mon corps entier et pas coupé en deux comme je le ouais, ressens souvent quand je suis assise. Et tout ça, ça m'a plu. Donc, j'ai pu emprunter un handbike, faire des premiers tests. Et tout de suite, en sortant de l'hôpital, j'ai acheté mon premier handbike en 2008. Et depuis là, j'ai pratiqué presque tous les jours pour me mettre aux compétitions à partir de l'année 2012.
D'accord. Donc, depuis l'accident jusqu'à ce que vous puissiez monter la première fois sur un handbike, il y a eu du coup combien de mois? On va dire 6 mois et demi à peu près. Ah ouais, donc c'est pas très long. Enfin, vous Non, êtes j'ai vraiment, enfin, dès que j'ai pu me mettre assise dans un fauteuil roulant, eh bien, tout de suite, j'ai vu qu'il y avait ces handbikes et j'ai voulu me mettre à ce sport. ouais, Et ouais. vu qu'avant l'accident, j'avais beaucoup de force dans les bras en tant que trapéziste, équilibriste, euh, pour moi, c'était un réveil de ma musculature, mais c'était pas pour ainsi dire, une nouvelle musculature à Ouais. 100% que je devais construire parce que j'ai toujours eu travaillé beaucoup avec le haut de mon corps déjà en tant qu'acrobate. Ah ouais, bah oui, bien sûr, ouais. Mm, Ouais. mm. Donc, ce sentiment, en fait, de réveiller ses muscles, vous épanouissait. Oui, parce que ça me permettait de ressentir mon corps d'une manière sportive et pas seulement d'une manière d'un point de vue du handicap. Parce qu'il faut Oui, savoir que le handicap change complètement. En tout cas, je parle de mon cas, je ne vais pas faire de généralité, je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres, mais en tout cas, dans mon cas, le handicap a complètement changé la perception de mon corps. C'est-à-dire que mes jambes, je ne les sens plus, mais j'ai une partie au milieu de mon corps qui va à peu près depuis le haut de la cuisse jusqu'au nombril à peu près, qui est très, très, très douloureuse, où j'ai des douleurs neurogènes 24 heures sur 24. Donc, c'est les nerfs qui sont déréglés à cet endroit-là. Et les vêtements me font très mal, en fait. Chaque mouvement de vêtements sur ma peau, ça me fait des décharges électriques. Et puis, en plus, j'ai chaque fois des coups de couteau qui me rentrent dans le ventre tout le temps. Donc, c'est une manière, enfin, c'est quelque chose qui était difficile pour moi aussi mentalement. Je dois apprendre à vivre avec ça. Et en faisant du sport, j'ai réussi aussi à me déconnecter momentanément de ces douleurs-là pour me concentrer sur l'effort sportif et pour oui, finalement un petit peu exorciser ces douleurs parce que je vais rentrer plus dans la, peut-être dans le ressenti musculaire, même dans des oui. courbatures et tout. Et c'est agréable quand j'ai des courbatures parce que je sens que je suis vivante et je suis, j'ai en fait, avec les courbatures, c'est des douleurs, des petites douleurs, des sensations physiques qui sont les mêmes que j'avais avant d'avoir cet handicap. Oui. Donc, c'est des sensations sportives que j'apprécie. Ouais. C'est très touchant, Silke, et je vous rejoins euh, par rapport à mon histoire qui est, attention, beaucoup plus légère que la vôtre, mais j'ai plus de sensations non plus au niveau de tout le ventre. Hein. Toute la partie ventrale, j'ai aucune sensation, tout est mort, et j'ai tout le temps des douleurs également. Et le sport me fait vivre la même chose que vous. En fait, le fait de bouger, d'avoir des courbatures, effectivement, on a un sentiment de réussite, j'ai envie de dire. Donc, je vous rejoins Oui. entièrement. On a Moi, je vais juste dire une petite chose, intervenir, parce que je vois que cette application consomme énormément de batterie de mon téléphone et actuellement, ah elle est oui, plus qu'à 18%, alors que je l'avais oui, rechargée avant. J'espère pas, mais j'ai une petite crainte que tout à coup on soit coupé à cause de ça. Et j'ai d'accord. pas de prise électrique à côté. Il faudrait que j'aille, voilà, que je fasse une interruption pour pouvoir mettre une prise et charger mon téléphone. Je dis ça au cas où. Voilà, Oui, déjà 17%, ça descend très très vite. ouais, ça descend très vite. C'est vrai. On a pas mal de messages là. Je suis en admiration de vous, cette athlète, elle a une force étonnante. On a une question de Nathalie. Où avez-vous trouvé la force de redémarrer cette nouvelle vie? Vous avez l'air tellement épanouie et sereine. Oui, je suis sereine parce que la force, je la prends,
je la prends en moi, je la prends par rapport à ma manière de voir la vie, je la prends aussi dans, dans ma foi en la vie, dans le bonheur, la foi, moi je suis croyante aussi, la foi en Dieu. Et tout ça, ça me donne la force qui me dit aussi que la vie est un cadeau, la vie est belle. Malgré tout, il ne faut pas se laisser avoir par les apparences. Il y a bien plus, au-delà des apparences, il y a bien plus qu'un un corps en souffrance. Il y a notre esprit qui peut voyager, qui peut aller loin, qui peut construire, qui est créatif. Et puis, j'ai envie de me concentrer là-dessus et pas sur ce corps qui a envie de me tirer vers le bas toujours. Bah, ouais. Et c'est ça qui m'aide. Ouais. Ben, bravo, hein, Vraiment que je vraiment. recharge mon téléphone. Si Je ça sais vous pas. stresse, ok, allez seulement chercher votre chargeur. Il n'y a pas de souci. Hein. Oui. Oui. Alors, je suis vraiment navrée parce que là, c'est à 15%, j'ai une barre rouge. Il faut que je trouve vite une solution pour charger le téléphone. Oui, oui. Alors, excusez-moi si Faites-le. Il n'y a pas de stress, faites-le. je vais faire au plus vite. Oui, oui. Faites-le. Voilà, tout ça. Donc, Silke va revenir très vite. Hein. Effectivement, la batterie descend beaucoup. Comme vous pouvez voir, hein, on n'a pas beaucoup de questions. C'est assez poignant, hein, son histoire. Viviane, elle dit d'ailleurs tellement émouvant que je ne sais pas quoi poser comme question. Effectivement, je suis assez baba aussi devant cette femme incroyable. Et en même temps, c'est tellement une belle leçon de vie. Hein. Quand des fois, on voit qu'on se plaint pour des petites choses. Et quand on entend ce genre d'interview, eh ben, on a une sacrée remise en question en nous. Vraiment. Donc voilà, Silke est déjà de retour. Oui, j'ai trouvé une batterie portable. Juste que je vois comment mettre ça. Et oui, on a vraiment beaucoup de messages. Hein, Voilà. Je crois que c'est bon. c'est tout bon. Parfait. Donc là, Bon. Ouf. parfait. C'est bon. J'espère que ça va tenir. J'en suis à 10%, mais ça charge. Oui, non, mais c'est bon, ça devrait tenir. Oui. De toute manière, c'était ce que j'étais en train de dire. On n'a pas beaucoup de questions, mais beaucoup plus de messages d'encouragement. Les gens sont émus hein, de votre interview. Je ne trouve pas les mots pour vous décrire tellement vous êtes une force de vie incroyable, tellement émouvant que je ne sais pas quoi poser comme question. Donc, effectivement, on est plus en admiration devant vous qu'autre chose. Et puis, donc, Silke, au jour d'aujourd'hui, combien d'entraînements avez-vous au niveau du handbike par semaine? Je m'excuse, je suis dans une zone industrielle avec un boucan terrible à côté de moi. J'entends très mal. Je vous demandais combien d'entraînements par semaine avez-vous de handbike? Ah, alors j'ai 6 jours d'entraînement par semaine avec 2 entraînements par jour. J'ai un programme d'entraînement qui varie. Le mois passé, j'avais 2 entraînements de handbike par jour. Maintenant, c'est le deuxième entraînement est plutôt dans le domaine de la musculation. Je vais travailler pendant un mois plus le renforcement musculaire et l'entraînement du handbike le matin. Mais ça en reste à 6 jours d'entraînement, oui. Ah, donc, c'est très, très intense, hein, en effet. Et puis, d'ailleurs… Pour être à haut niveau, oui. Oui, effectivement. Vous avez été vice-championne du monde de handbike en 2015. C'est juste? Pardon? Vous avez été vice-championne du monde de handbike en 2015. Oui, oui, en effet. C'est ça. C'était les championnats du monde qui avaient lieu à notre ville, qui avaient été organisés exceptionnellement et pour la première fois en Suisse, à notre ville, juste en fait devant le centre de paraplégie où j'ai passé 7 mois, où j'ai été opérée. Et pour moi, c'était quelque chose de très émouvant, encore plus parce que
j'ai réussi, enfin voilà, j'ai fait ce titre de vice-championne du monde au même lieu où je m'étais retrouvée presque en fin de vie, quoi, avec dans une situation de trauma et de coma et de blessure extrême. Et, euh, et c'était symboliquement pour moi comme si je fermais la boucle. J'arrivais à reprendre la victoire sur ma vie euh, à l'endroit où ma vie a été cassée. Ouais, ouais. Bah, bravo. Et, Vraiment. et c'est pour ça aussi, en fait, le sport pour moi, c'est, euh, c'est avant tout un travail sur le mental. C'est un C'est bien échappatoire. sûr Ouais, le physique qui suit, mais pour que le physique puisse suivre, c'est un travail sur le mental parce que c'est le mental qui qui nous nous fait dit avancer. qui nous permet de persévérer, qui nous Ouais, permet d'avoir la volonté d'aller au-delà de au-delà de là où on a nos blocages internes finalement. bien sûr, ouais, ouais, tout à fait. Et, Tout à fait. Et puis, donc là, vous avez visé les Jeux paralympiques. oui, oui, c'est mon objectif. Euh, J'étais en 2016, j'étais déjà tout proche, mais à cette époque-là, je courais encore pour l'Allemagne. Et puis, pour des raisons internes et inexpliquées, malgré mes qualifications, je n'avais pas été finalement choisie pour aller aux Jeux de Rio. Et j'ai dû faire 3 ans de pause par rapport aux courses UCI. J'ai continué à courir avec des autres compétitions internationales, mais j'ai dû me retirer des courses UCI pendant 3 ans pour pouvoir redémarrer avec une nouvelle nation, c'est-à-dire la Suisse. Et ça fait seulement depuis l'année passée que je cours pour la Suisse. J'ai réussi à faire des résultats très satisfaisants qui me permettent de maintenant espérer être qualifiée pour les prochains Jeux paralympiques. Les sélections n'étaient pas encore terminées. C'était encore quelques courses qui auraient dû avoir lieu en ce début d'année qui devaient nous donner les qualifications définitives. Ces courses-là vont être reportées à 2021 Oui. et j'espère vraiment 2021 atteindre ce Graal, ce rêve de partir à Tokyo et d'y faire Bah, un beau résultat. magnifique, mais vous allez aller à Tokyo, Silke, j'en suis sûre. On a une question de Aurélie. Quels sont vos projets et objectifs? Donc, bon, ben, en guillemets, vous venez d'y répondre, hein, c'est Tokyo. Oui, j'ai notamment au niveau du sport, j'ai le projet de Tokyo, des Jeux paralympiques. Oui. Ensuite, j'ai encore quelques défis sportifs en tête parce que à côté de ça, ça fait quelques années que je fais des grands défis sportifs euh, que je me mets pour moi-même et c'est des, on va dire, des échanges avec la nature et du dépassement de soi par rapport à des éléments naturels comme j'ai fait enfin, j'ai commencé avec la Suisse à bout de bras. Après, j'ai fait les 7 nageurs, cette col de plus de 2000 mètres euh, dans les Alpes franco-italiennes. J'ai fait la traversée des Pyrénées, 800 km, 26 cols. Et l'année passée, c'était le Tour des lacs, un tour de Suisse, Vous 1000 avez nagé. km, 30 lacs traversés en mode paratriathlon. Et ça, j'aimerais malgré tout continuer ce genre de défi. Et après, il y a aussi un objectif avec l'exosquelette, hein, donc que Oui, certainement vous avez entendu parler, oui, que cet vous avez déjà exosquelette testé. Ouais. que je collabore avec les PFL pour le développer. Et nous avons un projet artistique, on va dire artistique de danse avec cet exosquelette. Euh, tout est Magnifique. mis en attente en ce moment parce que les PFL est fermé aussi jusqu'au mois de septembre. Donc, comme tout, il y a un moment de creux d'attente, mais
mais ça va être repris et ça aussi, je me réjouis. J'ai pas mal de projets et c'est ça aussi qui me Ouais, stimule et c'est qui me fait excitant. envie d'aller de l'avant et de découvrir des nouvelles choses, de partir dans l'inconnu, parce Ouais, que c'est aussi ça qui nous fait atteindre nos limites ouais. et qui nous fait grandir. Et puis, quand vous avez testé l'exosquelette, j'ai regardé votre vidéo. Quel sentiment vous avez d'être debout? Ouais, c'est un sentiment extraordinaire. C'est rendre réel un rêve auquel je ne rêvais plus. Euh, Au moment Ouais, de l'accident, on m'a dit la paraplégie, c'est pour toute la vie. Vous n'allez jamais pouvoir réutiliser vos jambes. Donc, je m'étais faite à l'idée et tout à coup, je me retrouve debout avec des jambes debout. qui bougent. C'est clair que ce n'est pas mon corps, que c'est extérieur à mon corps, mais malgré tout, c'est moi qui dois gérer cet exosquelette, qui dois gérer les mouvements de l'exosquelette. Et finalement, c'est un petit peu comme si ça venait de moi. Ouais. Et c'est une sensation de renaissance. Ah ouais, super, ouais. On a une question de Nathalie. À votre avis, est-ce que si vous n'aviez pas été sportive avant, vous auriez consacré cette deuxième vie au sport? Si je n'avais pas été sportive avant, je ne le sais pas parce que je n'aurais pas connu Les ce que bienfaits du peut sport. apporter le sport et Ouais, l'épanouissement qu'on peut trouver à travers le sport. ouais, Peut-être que je l'aurais découvert parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour faire découvrir le sport à des personnes avec handicap. Mais peut-être que je me serais pas mise au sport de haut niveau parce que faire du sport plaisir et du sport de haut niveau, c'est encore deux choses complètement différentes. bien sûr. Il y a le sport santé. Après, le sport du haut niveau, il faut vraiment réussir à aller beaucoup plus loin dans la discipline personnelle et puis dans le fait de supporter la charge physique, émotionnelle et puis la souffrance aussi que ça peut engendrer pour André. un bien ultérieur. Voilà. Oui, tout à fait. On a encore une question de Cindy. Le handbike est-il fait sur mesure ou c'est un standard? Le handbike, quand on court à haut niveau, ils sont faits sur mesure. Donc, c'est des entreprises qui construisent le handbike. Et quand on veut avoir la meilleure performance, il faut quand même que le rapport, la longueur des pédales et puis la distance enfin, entre le cou, les poignets et tout ça soit optimal. Donc là, ils sont faits sur mesure. D'accord. Et on a, on a quelques entreprises. En Suisse, on n'a pas d'entreprise. On a des filiales, mais on n'a pas d'entreprise qui les construisent. Mais on en a en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, en Pologne, voilà. Ok, parfait, merci. Je suis arrivée au bout des questions. Donc, effectivement, les gens ont été très émus par votre histoire de vie, Silke. Euh, Merci. et puis, je ne sais pas si vous avez, si vous souhaitez encore nous dire quelque chose ou. Bah, ce que je peux dire de ce que la vie m'a montré, de ce que j'ai appris de mes expériences, c'est vrai que la vie n'a jamais été facile pour moi. J'ai toujours dû affronter depuis, je disais, depuis mon enfance, j'ai dû affronter des situations difficiles. J'ai dû traverser des feux et monter des rochers abrupts et en symbolique, disons. Mais finalement, je me rends compte que c'est ça aussi qui permet d'avoir un mental serein par rapport à toutes ces situations. Et, hum, et je pense que c'est important de garder à l'esprit que c'est nous qui sommes responsables de notre bonheur. C'est nous qui faisons le choix de vouloir voir notre vie comme un échec ou bien Une réussite. comme une vie multicolore qui nous pousse à beaucoup de rebondissements. Oui, Et, et je pense que c'est important que chacun de nous ait pour soi-même cette attitude de ne pas se lamenter devant ce qui lui arrive, de pas
se laisser bouffer par la douleur, qu'elle soit physique ou mentale, mais de vraiment se focaliser sur ce qui va encore. Parce qu'en se focalisant sur ce qui va et ce qui fonctionne, et sur les petits plaisirs qu'on peut avoir au quotidien, eh bien, on les nourrit et c'est comme ça qu'on grandit notre joie de vivre. Et cette joie de vivre, c'est un moteur, c'est le moteur qui nous permet d'atteindre des choses qui, hier encore, nous semblaient impossibles. Impossible. Quel beau message vous nous faites passer. Il y a encore 2 petits messages pour vous. Tant de beaux projets comme quoi tout est possible si on le veut vraiment. Une belle leçon de vie. Et un deuxième message. Vous êtes rayonnante. Bon courage pour la suite. Et Tokyo, c'est une évidence. Donc, on est tous avec vous, Silke, et Tokyo. On se réjouit de vous voir à Tokyo sur la télé. Oui, je vais continuer à me battre pour ça. Et voilà, oui. Pour moi, tant que c'est pas que j'ai pas reçu mes qualifications noir sur blanc, j'ose pas encore y croire, mais j'espère beaucoup et je vais tout faire pour. Merci d'être avec moi, merci de me soutenir, merci d'avoir été là. On vous soutient tous et surtout on y croit, Silke. Merci à tous d'avoir suivi ce témoignage assez poignant, une belle force de vie que Silke nous fait passer. Et donc, comme on l'a dit, on se réjouit de la voir à Tokyo. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée et à très bientôt. Merci pour votre écoute, merci pour votre suivi. Une belle journée à tous. Au revoir. Au revoir.